Europe Matin. Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce jeudi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Nouveau ministre du Travail du gouvernement Borne. On va parler bien sûr de cette réforme du travail, de l'assurance chômage également dans un instant. Revenons d'abord sur les chiffres du chômage publiés hier pour le deuxième trimestre. Un baisse sur la catégorie A, ceux qui n'ont pas d'activité. Quand on inclut les autres catégories, la baisse est de 1,7%, moins 9% sur un an. Comment vous l'expliquez? Ce sont les commandes qui repartent après 2 ans de pandémie et donc les entreprises embauchent? D'abord, il faut se dire que ce sont de bonnes nouvelles. Ce sont de bonnes nouvelles puisque lorsque le chômage baisse, c'est plus d'emplois, c'est plus de salaire, c'est plus d'autonomie pour les personnes. Depuis 5 ans, depuis 2017, le chômage baisse de manière continue. Nous étions à 9% de chômage en 2017. Nous sommes aujourd'hui très légèrement en dessous de 7,3%. Donc c'est un vrai progrès. Et notre objectif d'ici 2027 est d'arriver à 5%. C'est la définition du plein emploi pour beaucoup d'économistes. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique par l'activité. La reprise d'activité, nous avons connu une croissance très forte en 2021. En 2022, la croissance reste là, malgré les difficultés. Et les entreprises, les employeurs continuent à recruter. Ça s'explique aussi par des réformes mises en place depuis 5 ans. Sur le marché du travail, sur la question de l'assurance chômage, sur la formation. Et puis ça s'explique enfin par des efforts plus récents, que nous avons accentués récemment. Notamment pour former des demandeurs d'emploi de longue durée et leur permettre de revenir en activité. Parce que c'est à la fois bon pour l'économie et bon pour eux. Vous l'avez évoqué, il y a le rôle de l'apprentissage. 730 000 apprentis. Il faut rappeler qu'un étudiant est compté comme inactif alors qu'un apprenti non. Est-ce qu'on va dire l'apprentissage dope artificiellement, entre guillemets, ces chiffres? Non, parce que c'est une polémique qu'avait tenté d'ouvrir M. Mélenchon il y a quelques semaines. Et en réalité, quand on regarde l'emploi des 18-24 ans et même des 16-24 ans, ce qu'on appelle l'emploi des jeunes, c'est la catégorie statistique, le boom de l'emploi dans cette catégorie ne s'explique pas que par l'apprentissage et l'alternance. Loin s'en faut. On est sur quelques dizaines de milliers de postes d'écart. L'apprentissage, c'est un succès. C'est un succès que nous avons ouvert jusqu'à 30 ans. C'est un succès qui nous a permis de passer de 280 000 apprentis par an en 2017 à 730 000 aujourd'hui. Et avec un objectif, c'est 1 million par an. Pourquoi 1 million par an? Parce que l'apprentissage est une bonne formation et qu'à la sortie d'un apprentissage, le débouché, l'insertion professionnelle est à un très bon niveau. Mais il faut rappeler qu'un apprenti gagne en dessous de 1 000 euros. Oui, difficile de vivre avec ça. C'est exactement cela et c'est une période de formation. C'est considéré comme un contrat de travail, mais ça reste une période de formation et de bonne formation. Et derrière la formation, il y a l'apprentissage, mais pas seulement. Lorsque j'évoque les demandeurs d'emploi de longue durée, c'est un plan qu'on appelle le plan de réduction des tensions. Il a été lancé en octobre 2021. Ça fait 8 mois. Et en 8 mois, cela a permis d'accompagner vers l'emploi 250 000 demandeurs d'emploi de longue durée. Des personnes qui n'avaient pas d'activité depuis parfois 24, 36 mois. Et c'est aussi tant mieux. Parce que c'est encore et toujours de l'autonomie. C'est avec ce regard-là qu'il faut voir le retour à l'emploi. Olivier Dussopt, dans cette réforme du travail voulue par le président Macron, il y a la poursuite de la réforme de l'assurance chômage. Il y a déjà le nouveau mode de calcul des allocations, très controversé. L'idée, là, c'est de moduler à terme la durée d'indemnisation en fonction de la santé économique du pays. Pardon, mais il faut être très précis sur cette réforme parce qu'elle a suscité des questionnements et des débats. La réforme de l'assurance chômage date de 2019. Elle n'a été mise en œuvre de manière effective qu'à partir de 2021, puisque pendant les périodes de confinement, le gouvernement avait reporté sa mise en œuvre. Oui. Vous l'avez dit, contestée, en tout cas controversée. Elle a été validée par l'intégralité des juridictions qui en ont été saisies. Et donc l'intégralité de cette réforme est validée. Elle se met en œuvre. Elle a eu peu de temps pour se mettre en œuvre. Et donc, la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que dès la rentrée, le Parlement sera saisi d'un projet de loi pour nous autoriser à prolonger pour plusieurs mois, jusqu'à la fin de l'année 2023 au moins, les règles actuelles. Et dès lors que cette prorogation, puisque les règles actuelles s'arrêtent le 1er novembre, dès lors que nous aurons obtenu cette possibilité de prolongation, nous devons avoir une discussion avec les partenaires sociaux pour faire ce que le président a indiqué, c'est tenir compte de l'évolution économique. Et quelle est l'idée sur la table aujourd'hui alors? L'idée, elle est très simple. Et nous devons trouver avec les partenaires sociaux les bons critères et les bons paramètres. C'est de dire que lorsque nous sommes dans une situation où l'économie va bien, où des emplois sont créés, où les chefs d'entreprise ont du mal à recruter, les critères, les paramètres de l'assurance chômage doivent être très incitatifs et d'une certaine manière un peu durcis. Par contre, lorsque l'économie va mal, parce que malheureusement ça peut arriver, et qu'il y a des suppressions d'emplois, il faut que les critères de l'assurance chômage soient plus protecteurs pour les salariés, et donc plus protecteurs pour les demandeurs d'emploi. Quels critères vous regarderez, pardonnez-moi? Les critères, l'inflation, les comptes publics. Nous devons voir cela avec les partenaires sociaux, donc ne préemptons pas le débat, mais il y a des critères en matière de création d'emplois, de croissance, de productivité. Tout peut être regardé pour faire en sorte que nous sachions
comment définir quand ça va bien et quand ça va mal, et comment définir ce qu'on appelle durcir ou assouplir. Aujourd'hui, il faut quand même l'avoir en tête, et beaucoup de nos auditeurs, de vos auditeurs, pardon, le savent. La première difficulté des entreprises, ça n'est pas le carnet de commandes, c'est recruter. Vous ne rencontrez pas un chef d'entreprise qui ne vous dit pas ses difficultés à recruter, alors que nous avons 7,3% de chômeurs. Olivier Dussopt, pardonnez-moi, mais quand le pays va mal, si jamais les allocations baissent à ce moment-là, le besoin pour un chômeur est le même, de se nourrir, de se chauffer. Parce que vous êtes dans une idée de baisse d'allocation. Ouais. Il y a des questions sur les durées d'indemnisation, il y a des questions sur la durée de travail qu'il faut accumuler, justifier pour bénéficier d'une allocation. Tous les critères peuvent être ouverts. Ce n'est pas seulement une modulation des allocations. La réforme concernera également le RSA ? Le RSA, c'est une autre réforme. Et le président de la République l'a dit pendant sa campagne. Aujourd'hui, nous avons presque 2 millions d'allocataires du RSA. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et la situation n'est pas satisfaisante, car leur retour vers l'emploi est moins bon en termes statistiques que les demandeurs d'emploi dits classiques, mais le terme n'est pas le mieux choisi. Et leur accompagnement est souvent très inégal. Ce que nous disons, nous, et ce que nous disons avec le président de la République, c'est que le RSA est un droit inconditionnel. Il l'a rappelé dans ses différentes interventions, et notamment lors de la grande réunion publique à l'Arena, qu'une fois que quelqu'un est allocataire du RSA parce qu'il n'a plus de ressources, la puissance publique, l'État, les collectivités, l'ensemble du service public de l'emploi ont une obligation qui est une obligation de formation, une obligation de proposition de formation et d'insertion, un devoir d'insertion, et l'allocataire a aussi le devoir de participer à ces activités d'insertion pour retourner vers l'emploi. Ce sera du donnant-donnant, quoi. Ça sera du donnant-donnant, mais dans le bon ordre. C'est-à-dire que nous devons d'abord faire en sorte que l'offre d'insertion soit présente partout sur le territoire, adaptée. Je prends souvent cet exemple, mais lorsque une allocataire du RSA est une mère célibataire avec 3 enfants, on ne lui propose pas une offre d'insertion de 17 à 20 heures, parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants et qu'il y a des problèmes de garde. Donc il faut adapter, mais dès lors qu'il y a une offre d'insertion possible, dès lors que cet accompagnement est adapté, l'allocataire a un devoir et une contrepartie qui est de tout faire pour revenir vers l'emploi. Et pardon, mais la société a ce devoir de retour à l'emploi. Ceux qui considèrent que, parce qu'on a donné l'allocation, le RSA, qu'on a donné 500 € à quelqu'un pour survivre chaque mois, la société aurait fait son travail de solidarité, c'est de l'hypocrisie. La vraie solidarité, c'est d'aider les allocataires du RSA à en sortir le plus vite possible. Et puis il y a la réforme de Pôle emploi qui deviendrait France Travail. C'est quoi? C'est juste un changement de nom? C'est un coup de peinture? C'est la même logique. Faire en sorte que la complexité change de camp. Ouais. Faire en sorte que lorsque vous êtes demandeur d'emploi, allocataire du RSA, vous ayez un interlocuteur unique qui vous accompagne pendant tout votre parcours de retour vers l'emploi, qui puisse vous accompagner et faire en sorte que votre parcours soit sans accroc, si je puis dire. Et ça nécessite beaucoup de coordination, beaucoup de travail pour faire en sorte que les demandeurs d'emploi n'aient pas le sentiment de changer d'interlocuteur à chaque étape de leur formation ou de leur retour à l'emploi. C'est un gros travail d'ingénierie, de logistique, et nous allons ouvrir à la fois les discussions, mais aussi la préfiguration, la concertation avant mise en œuvre de tout ça dans les prochaines semaines. Les réunions sont déjà prévues, la date? Non, les dates ne sont pas prévues à la date près. Nous travaillons sur une équipe de préfiguration et nous regardons ce qui se passe de bien territoire par territoire pour pouvoir nous en inspirer. Avec une entrée en vigueur prévue, en tout cas c'est ce que veut le président, à l'été prochain. Hein. Le plus rapidement possible. Un mot encore de la réforme des retraites. On a reçu ici à votre place Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT. Ils disent niet, si on fait cela en ce moment, c'est le chaos social. Vous l'entendez ça ou pas? Il faut être prudent et regarder comment les choses se passent. Le président de la République a indiqué qu'à la rentrée, il souhaite réunir le Conseil national de la refondation et qu'à l'issue, nous aurons des concertations sur cette question des retraites. Je crois que nous partageons tous des objectifs assez proches. Le premier objectif, c'est de rendre le système de retraite plus juste. Et le rendre plus juste, c'est mieux tenir compte de la pénibilité. C'est faire en sorte que les polypensionnés ne soient pas sanctionnés. C'est faire en sorte que les femmes ne soient pas pénalisées, parce que c'est encore le cas dans le système actuel. Et c'est faire en sorte que la retraite minimum pour une carrière complète soit revalorisée. Le président de la République avait évoqué pendant sa campagne 1100 €, ce qui correspond à 85% du SMIC. Et puis après, il y a un deuxième constat, qui est que le système actuel n'est pas équilibré financièrement. Que si nous l'améliorons, cela peut coûter aussi un peu d'argent, et qu'il faut trouver les moyens de financer cela, sachant que personne ne veut payer ni plus d'impôts ni plus de taxes, et que nous ne pouvons pas continuer à creuser la dette. Donc il faudra travailler plus, chacun individuellement, mais aussi collectivement, et l'objectif de plein emploi, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait plus de cotisations qui rentrent. Mais comment on demande aux gens de travailler plus longtemps, quand à 55 ans, dans une entreprise, on est considéré comme vieux, comme cher, comme moins productif? Vous mettez le doigt sur le nœud du problème. Et ça signifie que cette réforme et tout ce travail que nous devons faire autour des retraites, ce n'est pas uniquement l'assuré, ce n'est pas uniquement le travailleur qui cotise et à qui nous allons demander de travailler peut-être plus longtemps. C'est aussi l'entreprise,
qui doit faire en sorte que l'emploi des seniors soit une réalité, qui doit faire en sorte que la gestion des fins de carrière soit améliorée. Ça fait partie de tous les items du débat et cela renvoie à la responsabilité de chacun et vraiment de tous les partenaires. Tout cela dans un contexte bien sûr de pouvoir d'achat compliqué. Vous serez au Sénat aujourd'hui pour défendre le texte pouvoir d'achat. Pour vous, il y a eu clairement à l'Assemblée des choses positives pour le quotidien des Français sur ce texte-là. Le texte présenté par le gouvernement est un texte qui protège les Français. Nous prolongeons le bouclier tarifaire, nous sommes le seul pays à faire cela. À faire en sorte que le prix du gaz, le prix de l'électricité soit plafonné. Cela coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous sommes les seuls à le faire et ça explique que si nous avons une inflation qui est élevée, la plus élevée depuis 1985, elle est à peu près la moitié de ce que connaissent nos voisins européens. Nous avons dans ce texte proposé de tripler les plafonds de la prime de pouvoir d'achat. Nous facilitons les accords d'intéressement. Nous augmentons dès le 1er juillet, avec un effet rétroactif, les pensions de retraite, les prestations familiales. Nous augmentons la prime d'activité. Et puis nous avons mis à profit ce texte à l'Assemblée, le débat à l'Assemblée pour améliorer le texte. Je pense notamment à ce qui a été fait autour de la déconjugalisation du RSA. Ouais. Donc c'est un texte qui protège, c'est un texte qui représente 20 milliards d'euros apportés par l'État, par la puissance publique pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Juste un mot pour terminer. Sur le banc des ministres à l'Assemblée, vous avez observé ces débats souvent houleux. Vous vous dites que ça va durer 5 ans comme ça va être épuisant? Je ne sais pas, cela dépend des parlementaires. J'ai l'immense chance de siéger à l'Assemblée nationale depuis 2007. J'ai rarement vu un tel spectacle, mais le mot n'est pas bien choisi. J'ai rarement vu autant d'outrance et je considère que les meilleurs débats sont ceux qui sont respectueux et je ne désespère pas qu'à la rentrée, les choses soient plus apaisées. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.